Bonsoir à tous, on se retrouve ce mardi 28 juillet à exactement 19 heures pile pour la dernière conférence, la dernière rencontre au sein du centre Edmond Flegg qui va prendre après ses quartiers d'été pour tout le mois d'août pour mieux vous retrouver en septembre. Généralement, on dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, j'ose le dire ce soir parce que c'est avec un immense plaisir, une immense joie que nous avons l'honneur de recevoir Eva Illouz, sociologue franco-israélienne, directrice d'études de l'EHSA et professeur de sociologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, le Centre Edmond Flegg est très, très heureux de vous recevoir, Madame Illouz, non seulement parce que ça nous tenait à cœur, qu'on a pu braver aussi plein de petits problèmes techniques, mais aussi d'autres soucis pour enfin vous avoir. Alors, le Centre Edmond Flegg, comme tout le monde le sait, est un centre qui existe depuis les années 60, qui a toujours été ouvert sur la cité, qui est un diffuseur, je dirais, de judaïsme dans la cité, parce que l'on considère au Centre Flegg que le meilleur moyen, même si c'est une goutte d'eau, de faire reculer l'antisémitisme, c'est de mieux se connaître les uns les autres et de ne pas rester ghettoisé d'un endroit à un autre. Donc, je vais céder la parole à Evelyne Citruc, qui est la vice-présidente du Centre Edmond Flegg, qui est un petit peu mon guide, je dois l'avouer, qui m'aide énormément, qui va vous présenter. Après, je procéderai à la première question. Bonsoir Madame Illouz, très heureuse de vous rencontrer, même par écran interposé. Alors moi, je vais revenir sur votre parcours qui est riche et j'en oublierai certainement plus de la moitié, mais sinon on y passera l'heure. Alors on va vous présenter sur ce qui nous a semblé le plus important. Alors vous êtes né au Maroc, à Fès, et vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, vous avez fait... Je n'ai pas trouvé à quel moment vous êtes parti vivre en Israël, donc vous nous le préciserez, mais ce n'est pas vraiment important. Donc vous êtes franco-israélienne, mais vous avez aussi des atomes crochus avec les universités américaines, et vous êtes sociologue spécialiste en sociologie des sentiments, et vous êtes professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, comme l'a dit Karine, diplômé d'un doctorat, vous avez enseigné aussi à l'Université de Princeton, et vous êtes directrice des études à l'École des Beaux-Arts de Bezalel à Jérusalem, ce qui est très important également, et directrice depuis 2015 de l'EHESS, École des hautes études des sciences sociales à Paris. Et ce n'est qu'un aperçu de votre carrière qui justifie pleinement votre classement, parce que j'ai appris que c'était un classement parmi les intellectuels les plus importants de la génération. Bravo. Le Centre Edmond Flegg à Marseille est fier de vous accueillir, bien sûr pas dans nos locaux pour crise de coronavirus, mais quelque part, ça nous permet de diffuser bien plus largement votre science. On est presque devenus des spécialistes maintenant des téléconférences, mais on a encore des progrès à faire, Karine, mais on va être vraiment... Et je crois qu'on va le maintenir après le coronavirus aussi. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages et vous êtes en fait très, très prolixe. Mais moi, je vais citer simplement les 3 derniers puisque vous les avez publiés à 3 années l'un derrière l'autre, des ouvrages Happycratie, comme le dit le titre. Est-ce qu'on a une injonction d'être heureux? Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies en 2018, les marchandises émotionnelles en 2019 et enfin, la fin de l'amour. Donc, encore une fois, je vais donner la parole à Karine qui va mener le débat et je voudrais encore vous remercier et si je ne le ferai que si j'en ressens le besoin, je pourrai intervenir pour vous poser une question parce que ça va me brûler certainement à un moment donné. Bienvenue parmi nous. Merci, je suis ravie d'être là. Madame Illouz, alors le thème de la rencontre ce soir était, on a voulu faire un arrêt sur la pandémie et sur ce changement du monde. Alors, on a voulu voir quelles étaient les conséquences de la crise sur l'économie, la santé, les sentiments, l'amour, la solidarité, il y a tellement de thèmes. Et moi, pendant le confinement, j'ai été frappée par une tribune que vous avez écrite dans le Nouvel Obs, qui était titrée « L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-vis de notre santé ». Alors justement, que nous apprend cette crise sur le capitalisme et la santé? Alors, oui, d'abord, avant de commencer, je voudrais dire que je suis ravie d'être là parce que
dans les années, je crois que c'était la fin des années 70, début des années 80, quand j'étais encore une très jeune femme. Je fréquentais le centre Edmond Flegg et j'ai trouvé beaucoup de choses. Je me cherchais, disons, entre judaïsme et les Lumières. Et le centre Edmond Flegg était certainement un des lieux où j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, voilà, je suis très contente, 30 ans ou 40 ans plus tard, de pouvoir être là. Alors, pour revenir à votre question, en fait, j'ai écrit cette tribune à laquelle vous faites référence finalement très tôt pendant quand la pandémie a commencé et quand on s'est tous retrouvés à une échelle quasi planétaire dans une situation d'assignation à résidence. On était tous chez soi et donc il y avait quelque chose quand même d'assez frappant dans cette situation qui était complètement inédite, qui était à l'échelle planétaire. On avait l'impression que le monde s'était véritablement arrêté, complètement arrêté. Et il y avait une certaine ironie. Alors, j'étudie le capitalisme. Le capitalisme est un des grands thèmes de mon travail. Et il y avait une certaine ironie dans la situation parce que ce soit en Israël ou en France ou aux États-Unis, la santé est devenu un domaine qui, ces dernières années, a joui de beaucoup moins de privilèges et de budget parce que les États obéissent de plus en plus, si vous voulez, à une logique capitaliste. La logique capitaliste, elle est très simple, c'est une logique de l'efficacité et c'est une logique du profit. Or, la santé, ça a été pendant très longtemps un domaine qui obéit à une logique différente et opposée. Opposée dans le sens où on peut par exemple investir, et c'est le cas, on investit énormément d'argent chez des personnes âgées et des personnes dont on sait qu'elles ont une faible chance de survivre. Une énorme partie des budgets des budgets pour la santé va à maintenir en vie des gens dont on sait ou dont on pense qu'ils ne vont pas survivre très longtemps. Donc ça, c'est vraiment à l'inverse de la logique utilitariste du capitalisme. Et or, de plus en plus, si vous voulez, tous les domaines, que ce soit de l'éducation ou de la santé, qui sont des domaines qui doivent échapper forcément à cette logique, on a réduit les budgets. C'est certainement le cas en Israël, ça a été certainement le cas en France. On a réduit les budgets, donc il y a eu en fait au départ une sorte de panique générale et une réalisation que les systèmes médicaux avaient été considérablement négligés. Et donc, ce qui m'a frappé au début de la pandémie, si vous voulez, c'est cette ironie. L'ironie, c'est que le capitalisme a besoin de corps sains. Oui, le corps sain, et ça c'est vrai depuis le 19e siècle. Et cette hypothèse de la santé, enfin si vous voulez, la santé des citoyens et des travailleurs est absolument nécessaire à la bonne marche du capitalisme. Or, il y a, si vous voulez, une autre logique aussi qui s'est mise en place il y a 30 ans à peu près, qui a consisté à faire en sorte que les domaines, si vous voulez, des domaines publics qui étaient dépensiers et qui n'étaient pas profitables. Donc, l'autre logique consistait à remettre en question ces visions et à faire en sorte que ce soit la logique du profit et de l'efficacité qui les domine. Donc, c'est cette ironie qui m'a intéressée et je me contentais de rappeler qu'en fait, sans la santé, rien n'est possible. Et qu'en fait, ce que cette crise nous a rappelé, c'est que sans un corps sain et un esprit sain aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus de travail, il n'y a pas de travailleurs. Donc, et voilà, en fait, c'était un peu c'était sur cette ironie du capitalisme que je me suis attardée dans cet article. Vous parliez tout à l'heure justement de coupure de budget au niveau des personnels soignants. On a vu la grogne
des personnels soignants en France. Et l'on voit, puisqu'on avait la semaine dernière Denis Charby qui nous faisait un point sur la situation en Israël, comme quoi on sait qu'en Israël, ça repart réellement, le coronavirus, fait inédit les infirmières qui se mettent en grève. Donc, c'est assez surprenant. Alors, ça vous a surpris parce que vous... Je trouvais ça surprenant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'en Israël, pendant une période de coronavirus, les infirmières, et c'est là que j'ai réalisé qu'en réalité, elles en avaient vraiment ras-le-bol et que ce que je pouvais revoir en France, ben finalement, les problèmes sont partout pareils. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la logique de l'état d'urgence, qui a été la logique que la France et Israël ont adoptée, c'est une logique qui peut marcher, qui a marché très bien la première fois et qui semble ne plus marcher la deuxième fois. Parce que ce n'est pas seulement les infirmières qui se mettent en grève. Il y a vraiment là, enfin, il y a un niveau d'insurrection, je dirais, insurrection à faible intensité encore, qui existe. Et parce que la solidarité, si vous voulez, ou l'unité qu'on est arrivé à créer au départ en créant véritablement un état d'urgence, on n'arrive plus à le recréer. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'État n'a pas fait son travail et que cette deuxième vague était complètement inutile si le gouvernement avait fait son travail. Or, il y a, si vous voulez, même créer un comité responsable de la gestion du virus, ou le responsable d'un comité, ça n'a pas été fait. Ça a été fait seulement la semaine dernière, il y a à peine quelques jours. Donc, et il est vrai aussi que les infirmières travaillent dans des conditions épouvantables depuis un moment. Et moi, je les félicite. Je pense qu'elles ont choisi un bon moment pour justement se faire entendre. Evelyne, est-ce qu'il y a une question? Oui, mais vous avez un petit peu partiellement répondu à la question. Justement, je voulais dire, ce que vous appeliez, nous sommes toujours prêts à sacrifier nos libertés pour notre sécurité ou notre santé. On n'est pas prêt à le faire deux fois. Si l'État ne fait pas le travail qui lui revient, est-ce que c'est ça que vous allez dire? C'est-à-dire qu'on est prêt à se mettre en danger, à être dans la rue, à négliger si vous voulez, les distanciations, etc. Les jeunes, on l'a vu chez les jeunes, pendant 2 mois, 3 mois, ils sont restés chez eux, ce qui devait être difficile. Aujourd'hui, vous avez du mal à les garder chez eux pour une deuxième fois. Est-ce qu'on peut imputer ça? Est-ce qu'on peut rendre responsable l'État parce qu'il n'a pas fait son travail suffisamment bien la première fois et qu'on est prêt à braver la sécurité parce qu'une deuxième fois, on n'est pas prêt à se confiner? Mais il y a des pactes, je dirais qu'il y a un pacte, il y a des pactes qui lient l'État à ses citoyens. En Israël, l'État fait des demandes énormes de ses citoyens, qu'aucun État, à mon avis, au monde ne fait de ses citoyens. Vous savez que le service militaire en Israël est très très long. Vous savez que les laïcs travaillent pour financer les études à long terme des religieux. Donc, quand il y a une crise, étant donné qu'on vit dans un monde qui est aujourd'hui globalisé, planétarisé, où l'information circule, les Israéliens savent comment l'État allemand ou français s'est comporté vis-à-vis de ses citoyens. Or, ici, vous avez les petits commerces, par exemple, ont été complètement négligés. On a promis une aide qui était de toutes les façons extrêmement modeste aux gens qui n'avaient plus d'emploi. Il a été absolument impossible, je veux dire pour des raisons techniques. Les gens n'arrivaient pas à rentrer dans le site qui était censé leur donner les remboursements ou les allocations pour leur permettre de survivre. Toute la culture a été balayée d'un coup d'un seul, avec, et n'oublions pas qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, Netanyahou a demandé un privilège de bénéficier de 1 million de shekels
de rabais fiscal. Il a fait une demande qui a été, à mon avis, à juste titre, interprétée comme étant absolument scandaleuse. Que par des temps pareils, alors qu'il y a plusieurs centaines de milliers de chômeurs, des gens qui ont perdu leur restaurant et leur café, des gens qui sont renvoyés de leur appartement parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, que le Premier ministre demande 1 million de shekels de bénéficier d'1 million de shekels du gouvernement, alors que son procès pour corruption a aussi commencé. Je pense que là, il y a eu vraiment un ras-le-bol général qui, à mon avis, alors là, si on parle de santé, montre qu'il y a quand même encore une santé politique dans qui existe dans la société civile. Si la société civile n'avait pas réagi à ça, alors j'aurais dit que et le corps et l'âme étaient malades de façon inquiétante. Alors, on va avancer dans cet entretien et on va parler, puisque vous êtes quand même une spécialiste des sentiments, des conséquences, notamment de cette crise sur beaucoup de choses. J'ai lu quelque part que vous parliez, on a tous été plus ou moins beaucoup de monde en télétravail. Alors, vous disiez, c'est sûr, c'est nécessaire, mais ça a aussi ça nous a un petit peu déshumanisé. Le fait d'être confiné, il y a eu des conséquences sur les familles, sur les couples. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu beaucoup de violences conjugales, des violences à travers les enfants, etc. Je crois que nous, en France, il n'y a jamais eu autant d'appels pour les femmes, justement, violentées dans les couples pendant cette période de confinement. Votre sentiment sur tout ça? Alors, mon sentiment sur tout ça, c'est que d'abord, les grands gagnants, parce qu'il y a des gagnants de cette crise, à part certaines entreprises pharmaceutiques, les grands gagnants, c'est évidemment tout le monde virtuel. C'est Amazon, c'est Netflix, etc. Les ventes d'Amazon ont augmenté de plusieurs centaines de millions de dollars en l'espace de quelques mois à peine. Donc, la maison est devenue en fait le lieu à partir duquel on a fait ses achats, on a, si vous êtes célibataire, rencontré des gens, le lieu à partir duquel on a travaillé, le lieu à partir duquel, pour certains qui se sont engagés dans du cybersexe, dans des sexualités cyber. Donc, si vous voulez, et les loisirs, hein, je compte, et les loisirs, puisque certains loisirs sont passés sur l'Internet. Alors, c'est comme si, en fait, pour moi, c'est comme si un monde de science-fiction, un monde dystopique de science-fiction, un monde qui aurait pris normalement 50 ans avant de se mettre en place, s'est mis en place extrêmement vite. On a fait en 2 mois ce qui aurait dû nous prendre 20 ans ou 30 ans. Donc, il y a eu vraiment une accélération exceptionnelle des processus d'adoption de la technologie dans nos vies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le télétravail, comme vous l'appelez, mais ce repli très très fort sur soi, c'est une déshumanisation, mais paradoxale. C'est pas du tout qu'est-ce que c'est la déshumanisation classique? La déshumanisation classique, c'est quand on est traité comme un objet par quelqu'un d'autre. Or, quand on est chez soi, on a exactement le sentiment inverse. On a le sentiment qu'on est soi, maître de son domaine, que personne ne nous dirige et ne nous contrôle. Mais en fait, ce repli sur le chez-soi, c'est un repli qui a des conséquences politiques. Par exemple, l'école de Francfort, donc des philosophes allemands, Adorno, Horkheimer,
ou Hannah Arendt. Ils avaient tous une vision, après avoir vécu le nazisme et après avoir réfléchi en fait aux conditions sociales qui permettaient l'émergence des sociétés fascistes, ils sont arrivés à la conclusion, alors de façon différente, que ce qui contribue à la société de masse, c'est paradoxalement la fragmentation des masses en individus. Et c'est quand un pouvoir politique a la possibilité de briser en fait les solidarités politiques traditionnelles, et quand ce pouvoir politique a la possibilité de vous donner le sentiment que vous êtes seul et que vous êtes un individu, alors le pouvoir politique finalement a tout gagné parce qu'il arrive à isoler les citoyens les uns des autres et qu'il arrive à briser les solidarités. Alors, je ne dis pas que c'est qu'on en est arrivé là, mais je dis simplement que dans le télétravail, qui donne l'illusion de la liberté, de la souveraineté, de l'autonomie, et qui est sans doute vécu par beaucoup de gens sur ce mode-là, parce qu'il y a beaucoup de lieux de travail qui sont opprimants, il faut le dire. Mais cependant, ce qui est vrai au niveau individuel, ce qui peut être vrai au niveau individuel, peut être parfois au niveau collectif, peut avoir des conséquences délétères sur le plan collectif. Et sur le plan collectif, le télétravail, ça peut avoir comme conséquence, entre autres, comme je le disais, donc de casser des formes traditionnelles de solidarité. Les grands mouvements sociaux, ce sont été historiquement des mouvements sociaux qui se sont créés sur les lieux de travail. Et donc, avec le télétravail, on ne permet plus du tout ces possibilités. Alors, en plus, on peut aussi se poser la question de savoir si on n'a pas besoin de cette rencontre avec les autres pour véritablement aimer le travail. Facebook, alors, a pris une décision que j'ai trouvée très étrange. Je crois que c'était à peu près vers le mois d'avril. Facebook s'est rendu compte que ces travailleurs ne travaillaient pas moins bien, et peut-être travaillaient même mieux de loin. Et donc, comme Facebook savait aussi que certains de ces travailleurs vivent dans des endroits qui sont moins chers que Palo Alto, donc ils ont ajusté, ils ont fait un ajustement de salaire et ils ont déclaré qu'une grande partie maintenant de leurs travailleurs travailleraient à la maison. Mais moi, je pense que c'est vraiment une très mauvaise décision parce que beaucoup de choses arrivent quand on est quand il y a une interaction présentielle avec d'autres. Être tout seul et même face à un écran, il n'y a pas la synergie, si vous voulez, d'idées et de créativité qu'il y a quand on est ensemble. Voilà, donc je suis... alors, je dirais qu'il y a une déshumanisation, mais pas immédiate. Elle n'est pas au niveau individuel forcément. C'est plutôt une fragmentation, je dirais, du lien politique et du lien social. C'est à ça que ça mène le télétravail. Voilà. Vous parliez justement de lien social. Le lien social, c'est quand même quelque chose de très, très important. Je veux dire, on l'a tous vécu différemment, ce confinement. Personnellement, je peux dire que c'est un truc que j'ai mal vécu. J'ai trouvé que d'être comme ça, toujours derrière un écran, j'ai des amis à moi qui étaient carrément en télétravail, mais qui en plus travaillaient à pas d'heure. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de rigueur, il n'y avait plus de temps à soi, tout était mélangé. Ce sont des choses, je trouve, très perturbantes. Et pour beaucoup de gens que je connais personnellement, ça a été quand même un traumatisme, ce confinement, aussi à ce niveau-là. Alors, oui, le niveau, c'est le mélange entre… Oui, alors, si vous voulez, je peux pousser la réflexion parce que là, on peut se demander effectivement quelle est la fonction de la maison, du chez-soi. Alors, il y a toute une tradition, je dirais une mythologie qui date du 19e siècle, une mythologie du foyer, voilà, du foyer, comme étant l'abri, ce qui nous abrite, du monde
extérieur, du monde public, du monde compétitif. Et donc, le foyer, c'est le lieu privilégié des femmes, de la douceur, de la chaleur, de la famille, de la solidarité, alors que le monde extérieur, le monde public, c'est un monde froid, calculateur et compétitif. Or, je crois que s'il y a une chose qu'on a bien compris avec cette crise, c'est que le foyer ne peut exister véritablement que s'il est sous-tendu et soutenu par un monde public. Par exemple, l'exemple le plus clair, c'est les écoles, puisque les familles se sont retrouvées en fait sans le soutien des écoles. Et aujourd'hui, les familles ne peuvent plus assurer, elles ne peuvent plus, je veux dire, historiquement. On n'est plus du tout, c'est pas comme si vous voulez, même jusqu'au 19e siècle où un aristocrate et un bourgeois pouvaient éduquer ses enfants en amenant des précepteurs à la maison. Il n'y avait pas d'école publique. Or, on se rend compte à quel point l'école publique est devenue absolument fondamentale et ce qui soutient véritablement les familles. Les loisirs, par exemple, prenez les célibataires, la population des célibataires. Les célibataires, pour eux, les loisirs, c'est véritablement ce qui définit quasiment leur identité. C'est le style de vie des célibataires passe nécessairement, j'ai envie de dire, nécessairement par la consommation des loisirs. Or, ces loisirs ont été complètement coupés. Donc, beaucoup de célibataires se sont vus ne plus vivre ce qui constituait leur identité presque première. Donc, le foyer ne peut exister que parce qu'il est sous-tendu par un monde public. On peut rajouter à ça le fait que les constructions modernes, qui sont des petits appartements, constructions telles qu'on a commencé à construire dans les grandes villes dans le monde entier à partir des années 40 et 50, ces constructions-là ne permettent pas non plus de rester toute la journée à la maison. En fait, ce sont des appartements qui ont été conçus avec l'idée que le père et la mère, ou alors au moins le père et les enfants ne sont pas à la maison. Et les foyers ou les maisons, les appartements, cette fois-ci comme unité architecturale et non pas comme idée, ont été conçus comme des points de rencontre. Comme des points de rencontre. On se rencontre le soir à la maison. Ce ne sont pas des lieux où on peut résider de façon continue, comme dans les grandes fermes de campagne, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette crise a mis en valeur le fait que le chez-soi, il n'y a plus de chez-soi véritablement. Le chez-soi n'est agréable et n'est vivable, le foyer n'est vivable que lorsqu'il est sous-tendu par tout ce monde public des loisirs, du travail, de l'école. Voilà. Evelyne, une question? Alors peut-être qu'il faudrait que Evelyne réactive son micro. Voilà, c'est bon. Non, j'ai coupé le son. Voilà, j'ai remis. Non, j'aurais voulu que vous poursuiviez par la question de Karim sur les problèmes des sentiments, de l'amour et de cette, on va dire, de cette fracture qu'il y a pu avoir dans certains foyers qui s'est soldée par des violences accrues. Ben, ça va un peu dans la suite de ce que vous disiez. À partir du moment où on est confiné dans des appartements, les violences qui existaient avant, elles se sont décuplées et pas seulement les violences faites aux femmes, également les violences faites aux enfants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un travail sociologique là-dessus ou est-ce que vous avez l'intention de poursuivre votre analyse au regard de ce qui s'est passé dans ce confinement par rapport à la famille et au couple? Non, pas du tout. Je travaille sur des choses très différentes. Non, enfin, c'est des remarques. Mes remarques, là, il faut les prendre comme les remarques
d'une citoyenne lambda, enfin, qui a un peu réfléchi là-dessus, mais sans plus. Alors, vous parlez des violences, oui, on en a beaucoup parlé dans le monde entier. Alors, d'abord, je veux dire, votre question rappelle mon dernier point, parce que effectivement, la famille, enfin, certaines familles n'est véritablement vivable, à mon avis, que si elle repose sur une alternance entre le monde extérieur et le monde et l'intimité familiale, et le monde public et le monde privé. Or, c'est cette alternance qui a été complètement, disons, neutralisée et éliminée pendant la crise. Si vous voulez, c'est ça que ça met en lumière. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand donc, certaines familles se sont retrouvées sans la possibilité de faire appui, de s'appuyer sur un monde extérieur et un monde public? C'est que, en fait, des dynamiques qui sont connues, dont on connaît la logique, se sont intensifiées, avec, par exemple, les hommes qui perdent leur travail, un homme qui perd son travail ou un homme qui est en état d'incertitude professionnelle, se sent menacé, dévalorisé, et la réaction, j'ai envie de dire une réaction masculine qui existe dans le répertoire de la masculinité, c'est une réaction de violence pour réaffirmer en quelque sorte sa force en tant qu'homme. Il ne s'agit pas de pathologie, il s'agit, enfin, je veux dire, bien sûr que c'est pathologique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'hommes anormaux qui souffrent de problèmes mentaux. Il s'agit d'une certaine réaction qui existe dans le répertoire de la masculinité. C'est un des répertoires possibles de la masculinité. Et donc, il me semble que déjà, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit, beaucoup d'hommes se sont vus privés de toute source de travail et se sont sentis menacés dans leur identité, dans leur dignité masculine. Ensuite, les hommes et les femmes, ces hommes et ces femmes qui sont en fait constamment les uns avec les autres, ne permettent pas à des assistantes sociales, par exemple, de les aider. Et donc, en fait, pour moi, c'est véritablement mis en lumière le fait que cette intimité constante n'est pas vivable. Cette intimité forcée que le Covid a imposée à beaucoup de familles met en lumière et met en valeur des dynamiques de domination qu'on peut parfois effacer ou brouiller quand effectivement on est dans le va-et-vient entre un monde extérieur et le monde de la maison. Alors Eva Illouz, Evelyne le disait en introduction, vous êtes spécialisée dans la sociologie des sentiments. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître naïve, qu'on a dû vous poser plein de fois, mais c'est vrai que je me la suis posée moi aussi. En quoi l'amour est un sujet de sociologie? Ah oui, alors là, on change complètement de... On avance un petit peu parce qu'on va aussi un peu s'intéresser à vous et à vos travaux. D'accord. Alors, l'amour, alors d'abord, dans les sociétés traditionnelles, l'amour, c'est ce qui contrevenait à la décision en général des familles ou des pères. Donc, dans ce sens-là, c'était un sentiment, c'était vécu comme une émotion qui menaçait les conventions sociales et les lois du clan. Roméo et Juliette, les Montagu et les Capulet, ce sont deux clans en fait. Et les jeunes gens, Roméo et Juliette, ce sont deux jeunes gens qui refusent
finalement de suivre la loi du clan. Or, la loi du clan, c'est une loi extrêmement importante parce que c'est le clan qui protège ses membres, qui les protège et qui les aide sur le plan économique. Donc, le clan a des sanctions sociologiques très, très importantes. Donc, j'ai envie de dire que dans le monde prémoderne, l'amour est très intéressant sur le plan sociologique puisque c'est une émotion qui contrevient aux règles en vigueur et à la loi du clan, ce que j'ai appelé pour aller vite la loi du clan. Avec la modernité, à partir, disons, du XVIIIe siècle, alors il commence à se passer quelque chose, c'est que alors que les mariages devaient essentiellement se faire pour des raisons, disons, économiques ou d'alliance entre familles, le mariage assume de plus en plus une vocation sentimentale. Et c'est l'amour qui va devoir être la base du mariage. Donc, c'est vraiment la naissance de l'idéal de la famille bourgeoise. Donc, et ça va de pair avec le fait que le capitalisme, c'est le capitalisme qui permet véritablement l'émergence de ce nouveau modèle, puisque les jeunes gens ne dépendent plus désormais de l'héritage des parents et de l'accord des parents pour se marier. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire puisque dans une société traditionnelle, le mariage est peut-être l'opération financière la plus importante de votre vie, alors que dans une société capitaliste, le mariage et l'héritage, le mariage et l'héritage, ce sont les deux opérations les plus importantes de votre vie. Dans une société capitaliste, l'idée c'est de pouvoir vendre votre corps ou votre talent pour gagner un salaire, pour recevoir un salaire. Donc, le capitalisme, en fait, va générer un changement extrêmement profond dans le rôle que les familles jouent et dans leur autorité vis-à-vis des jeunes gens. Ça va donc donner, le capitalisme, donc de façon paradoxale, va donner une légitimation au sentiment amoureux et va permettre l'émergence du mariage d'amour, puisqu'on peut désormais se marier avec l'élu de son cœur, mais on n'a plus besoin de l'accord paternel pour le faire, puisqu'on sait que, par exemple, si mon mari travaille comme avocat, il va pouvoir subvenir à mes besoins. Je ne vais plus avoir besoin de la pension, de la dot, etc. Bref. Donc ça, c'est un premier point. Vous voyez bien que dans ce que je viens de vous expliquer, il y a un véritable changement dans le contenu, dans la nature du mariage, et que ce changement se fait par l'économie. Voilà, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que, par exemple, alors ça c'est une question qui m'a beaucoup intéressée et sur laquelle j'ai écrit il y a pas mal de temps. La consommation, le capitalisme de consommation, donc je ne parle pas de capitalisme industriel, le fait que les gens vont travailler dans des usines ou dans des bureaux, mais le fait que les gens commencent à pouvoir consommer et des loisirs et des biens de consommation qui deviennent de moins en moins chers. Donc ça, c'est vraiment lié à une transformation du capitalisme au début du XXe siècle. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'il y a aussi un changement assez important dans les pratiques amoureuses. Alors que jusqu'à la fin du XIXe siècle, encore une fois, le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Votre réputation sexuelle, si vous êtes une femme, est très importante. La société de consommation va commencer à avoir besoin que les jeunes gens consomment des loisirs. Le loisir prend une place vraiment énorme dans la société de consommation. Et on voit qu'avec l'émergence d'une société de loisirs, on va aussi avoir l'émergence de nouvelles pratiques amoureuses. Par exemple, le mot en anglais qui s'appelle dating, on va à un date.
le mot dating commence à apparaître et le mot dating contient deux éléments sémantiques. Le premier, c'est qu'il s'agit d'une rencontre à caractère ou à potentiel du moins sexuel. Et le deuxième élément qu'on entend en anglais, que je ne sais pas si on l'entend en français, c'est aussi qu'on sort consommer ensemble quelque chose. Hein. On va à un date, ça veut dire qu'on va aller dans un restaurant, ou on va aller dans un cinéma, ou alors on va aller danser dans une boîte, ou alors on va utiliser une voiture pour faire un tour. Donc, il y a eu, si vous voulez, alors, à partir du début du XXe siècle, toute une incorporation, on a incorporé très vite, très rapidement, ces industries du loisir par le biais de la rencontre amoureuse, ce qui, en retour, a changé les pratiques amoureuses. Et on a l'émergence d'une forme de rencontre qui est donc le dating, qui n'a plus pour but le fait de sélectionner quelqu'un pour savoir s'il nous convient pour le mariage ou pas. Donc, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle culture où les jeunes gens vont se rencontrer uniquement pour flirter, pour avoir des relations sexuelles, etc. Et ça, ce changement qui se produit au début du XXe siècle, il est encore avec nous. Donc là, encore une fois, on voit comment les significations culturelles dépendent, et culturelles et émotionnelles dépendent aussi des pratiques économiques. Alors, Eva Illouz, si on se réfère à vos 3 derniers livres, dans Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, vous nous parlez de l'injonction qui nous est faite d'être heureux. Voilà. Ensuite, dans les marchandises émotionnelles, c'est là, dans celui-là, où vous parlez justement de la consommation et des émotions. Et où vous dites que la consommation et les émotions, finalement, sont coproduites. Dans votre dernier livre, que les gens peuvent retrouver aux éditions du Seuil, qui s'appelle « La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain », eh bien, vous ne vous intéressez pas à la fin de l'amour dans nos sociétés capitalistes, vous me dites si je me trompe, mais plutôt à l'incertitude qui entoure chacune des rencontres, chaque couple. Il est difficile de commencer une relation, même de la durée, vu le nombre de divorces, on le voit réellement. Et on a un petit peu un tourbillon, parce que finalement, c'est peut-être un peu innocent ce que je vais vous demander, mais comment on fait maintenant pour être heureuse et pour accéder au bonheur? Moi, je ne sais pas, là. Je ne suis pas du tout une conseillère. Je suis désolée de vous décevoir. Je ne donne pas de conseils. Mais par contre, je vais juste vous reprendre sur un tout petit point. Vous dites que ça n'a pas à faire avec le capitalisme. Ça a tout à faire avec le capitalisme, en tout cas dans mon livre. Parce que ce que ce livre essaie de mettre en valeur, c'est l'importance de la sexualité dans le discours émotionnel amoureux. En fait, si vous voulez, ça c'est un phénomène assez nouveau, c'est la sexualisation très forte des moi, des identités et des relations. Il y a vraiment, à mon avis, un changement culturel extrêmement fort après, surtout qui s'est manifesté surtout après les années 60. Alors chez Foucault, aussi a pensé que la sexualité avait énormément avait occupé une place centrale dans l'identité moderne, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était le fait que par la sexualité, les individus modernes avaient le sentiment d'avoir accès à une vérité, à leur vérité, à la vérité du moi. Ce n'est pas tant le caractère vrai de la sexualité qui m'intéresse que le fait que cette sexualisation des moi et des relations a, à mon avis, tout à faire avec la société de consommation et avec le fait qu'on a énormément sexualisé d'abord les personnes pour tout simplement parce que la sexualisation du moi entraîne une consommation accélérée je sais pas moi, cosmétiques, chirurgie, mode, sport, fitness, maquillage, parfum, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi la sexualisation a été aussi, si vous voulez, une des façons centrales avec lesquelles ou grâce à laquelle on a vendu des produits. Hein, le nombre de voitures qui sont vendues parce qu'elles vous permettent, parce qu'elles ont une attirance, parce qu'elle représente un pouvoir sexuel de l'homme, par exemple,
il y a un nombre incalculable de publicités qui ont fait ça. Donc la place que la sexualité joue aujourd'hui dans les relations, c'est, à mon avis, alors elle est causée déjà, elle a pour cause essentielle la place que la sexualité remplit dans les industries du loisir et dans les industries culturelles, ce qu'on appelle les industries culturelles, le cinéma, la télévision, la publicité, etc. Et cette sexualisation a en retour des effets sur la façon dont les gens conceptualisent, comprennent, vivent leurs sentiments. Et si vous voulez, en fait, ce que je dis, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est la sexualité qui est devenue aujourd'hui le plan de l'expérience le plus sûr, le plus clair. Et ce sont les émotions qui deviennent incertaines. Et c'est sur les émotions, les acteurs doivent faire un travail de clarification émotionnelle très très fort, alors que très souvent leur sexualité leur semble être très claire et ne pas poser problème. Et donc c'est ce renversement, si vous voulez, historique qui m'a intéressée et qui, à mon avis, est tout à faire, comme je le montre, avec une certaine logique du capitalisme. Evelyne, une question. Alors, il faut remettre le micro, Evelyne. Ça, on t'entend. C'est bon? Voilà. Non, je suis absolument captivée par ce que vous êtes en train de dire et de voir la marchandisation du sexe, comment elle s'est aujourd'hui plus que démocratisée, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut avoir accès, comme vous dites, aux produits de beauté, aux sites pornographiques, etc. etc. Est-ce que la littérature et les romans ne jouaient pas un peu ce rôle? Effectivement, vous allez me répondre que ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir lire, hein, mais on avait déjà des romans comme Madame Bovary, etc., qui quelque part débridaient un petit peu cet attrait du sexe. Mais bon, franchement, je n'ai pas de question parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites par rapport à cette libération sexuelle qui a permis au capitalisme d'en tirer tous les profits, quoi. Oui, absolument. Mais en fait, c'est le cœur en fait de mon interrogation, parce que si vous voulez, je remets en question justement la notion de liberté sexuelle. Et mon point de départ, c'est si on remet en question la liberté marchande, et on doit la remettre en question, pourquoi est-ce que la liberté dans d'autres domaines, comme par exemple la liberté sexuelle, pourquoi ne pas la remettre en question aussi? C'est-à-dire la remettre en question dans le sens, non pas où on ne doit pas remettre, c'est-à-dire la liberté sexuelle était absolument, à mon avis, centrale parce qu'elle invoquait des normes d'égalité entre les sexes et parce que, surtout, les religions avaient fait de la sexualité un péché. Et si vous voulez, quand le freudianisme émerge sur la scène culturelle et intellectuelle du monde occidental, le discours chrétien ou judéo-chrétien qui fait de la sexualité un péché n'est plus concevable. Il est plus recevable. Et donc, la liberté sexuelle a été une sorte de réaction, je dirais, presque nécessaire et inévitable à ces milliers d'années de contrôle, surtout des femmes, par leur sexualité. Donc, cette remise en question était nécessaire. Mais, alors, de la même façon que quand on dérégule, si vous voulez, dans la sphère économique, déréguler, ça fait qu'on permet souvent aux plus forts simplement d'être encore plus forts. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait que, en fait, des inégalités
entre les hommes et les femmes n'ont pas été réglées. C'est que la Oui, liberté on le voit dans le sexuelle… mouvement. On le voit par le mouvement MeToo, les abus sexuels des Oui, puissants. exactement, exactement. En fait, la liberté sexuelle a en quelque sorte donné encore plus de liberté, enfin, de liberté aux hommes. Et on voit bien que c'est pas pour rien que c'est justement dans la sphère sexuelle que les femmes ont commencé à être, je dis commencer parce que c'est pas que ça a commencé, puisque la religion, encore une fois, exerçait une emprise très forte sur le corps des femmes. Mais je dis que c'était différent. Mais la liberté sexuelle a permis aux hommes de contrôler et de dominer le corps des femmes de façon qui existait moins, disons, auparavant. Et des mouvements comme MeToo, effectivement, sont des réactions aussi à cela. Alors, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est de comprendre cette interaction entre la liberté sexuelle d'un côté, mais des positions hommes-femmes qui restent encore majoritairement inégales de l'autre. C'est ça qui m'a intéressée. Donc, c'est de poser la question de savoir si cette liberté sexuelle n'avait pas finalement permis de nouvelles formes de domination que j'appelle les dominations émotionnelles. Voilà. Alors, Eva Illouz, on a une question qui n'est pas de moi, qui est du président du Centre Edmond Flegg, qui vous suit en direct sur Facebook. On revient sur le thème donc, de la pandémie, puisqu'elle est sur ça, cette question. Et il demande si la crise du coronavirus nous amène sur une autre vision du bonheur. Oh, ben, écoutez, là, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas très bonne dans les questions normatives. Questions normatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit sentir. Alors, une autre vision du bonheur, non, écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas prédire ce qui va se passer parce que je pense que s'il y a un vaccin et qu'on arrive à donner ce vaccin assez rapidement, c'est-à-dire pendant 6 mois, il est très possible que enfin, ça sera un traumatisme et on va pas, on va prendre quelques années avant de s'en sortir, mais je pense qu'on va revenir à la même frénésie dans laquelle on était avant. Alors, est-ce qu'on va changer nos définitions du bonheur? Moi, vous voyez, je suis pas tellement, je sais pas tellement ce que c'est que le bonheur. Quand j'ai écrit dessus, j'ai écrit surtout sur l'injonction en fait au bonheur. J'ai écrit sur le fait que aujourd'hui, pour donner le sentiment qu'on a réussi, si vous voulez, on doit donner aussi le sentiment qu'on est heureux et que le bonheur est devenu en fait un instrument de classification politique et sociale. C'est ça qui m'intéressait dans le bonheur, c'est comment est-ce qu'on utilise des classifications comme être heureux, être positif, pour dire de quelqu'un que c'est quelqu'un de réussi. Et comment est-ce que les organisations utilisent aussi ces évaluations sur l'affect positif pour promouvoir des gens, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans le bonheur. Alors, est-ce qu'on va changer ça? Au contraire, moi, ce que j'ai vu pendant la crise, c'était énormément de gens qui me recommandaient de faire de la méditation, énormément de sites qui nous recommandaient d'être positifs. Donc, en fait, qui allaient complètement dans le sens de cette culture du bonheur et du positif que je critique. Voilà, donc moi, j'ai pas le sentiment, j'ai pas du tout le sentiment que ça a changé quelque chose, non. Mais encore une fois, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Eva Illouz, eh bien, ça fait 1 heure que nous conversons ensemble pour notre immense plaisir. En tout cas, je tenais vraiment personnellement à vous remercier. J'espère qu'on dira que quand toute cette pandémie sera passée,
on aura vraiment l'immense plaisir de vous recevoir en présentiel. Parce Oui, que pour moi, rien ne remplace la chaleur et le contact humain. Oui, comme ça. Je vous remercie infiniment. Je laisse le mot de la fin à Evelyne et à vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite de belles vacances. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci. Au revoir. Evelyne. Moi aussi, je tiens à vous remercier. J'ai été complètement subjuguée par votre discours. Et je voudrais citer Tocqueville, que vous avez cité dans votre article de l'Obs, qui dit qu'en temps de crise, l'esprit marche dans les ténèbres. Quelque part, vous nous avez un peu éclairés. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. J'étais ravie de vous rencontrer. J'espère vous rencontrer en présentiel. Oui. Au revoir. Au revoir.